La sécurité est en route, monsieur Harrison. Vous devez quitter les lieux immédiatement. Ces mots frappèrent Marcus Harrison comme un coup de poing, alors qu'il se tenait dans le hall de marbre de Harrison Tech Industries, l'entreprise qu'il avait bâtie de toutes pièces en 23 ans. Le vigile, Tom, qui travaillait à l'accueil depuis 10 ans, n'osait pas le regarder dans les yeux en lui annonçant ce qui allait anéantir le peu de place qui restait dans son univers. 6 heures plus tôt, le conseil d'administration avait voté à l'unanimité sa destitution du poste de PDG. Pas une suspension, une révocation, une exclusion de l'entreprise même qui portait son nom. L'enquête fédérale sur des irrégularités financières avait fuité dans la presse ce matin-là, et à midi, son visage s'affichait sur toutes les chaînes d'information associées au mot « fraude » comme une lettre écarlate. Marcus Harrison n'aurait jamais imaginé que son 51e anniversaire marquerait le jour où il deviendrait un paria. L'empire de 200 millions de dollars qu'il avait bâti au prix de tous ses sacrifices, son mariage, sa relation avec sa fille, d'innombrables nuits blanches, avaient été systématiquement démantelés par des personnes en qui il avait confiance. Des personnes qu'il considérait comme sa famille. Son directeur financier, son avocat, même son associé de 15 ans l'avaient trahi, présentant de fausses preuves de détournement de fonds qu'il était incapable de réfuter. Tous ses comptes étaient gelés, tous ses biens saisis, tous ses alliés étaient devenus injoignables. Ce que Marcus n'avait dit à personne, c'est qu'il avait remarqué d'étranges anomalies depuis des mois. De petites différences dans les rapports trimestriels que son directeur financier, David, qualifiait de simples ajustements comptables. Des réunions privées entre David et le conseil d'administration auquel Marcus n'était plus convié. Des fichiers cryptés sur le serveur partagé qui exigeaient soudainement des mots de passe qu'il ne possédait pas. Mais son arrogance, cette conviction inébranlable d'être intouchable, l'avait empêché d'enquêter plus avant. Après tout, il était Marcus Harrison. Personne ne pouvait l'atteindre. « Je vous ai dit de partir, monsieur Harrison. » La voix de Tom était désormais tendue, sa main se dirigeant vers la radio à sa ceinture. « Ne complique pas les choses inutilement. » Les mains de Marcus tremblaient tandis qu'il ajustait son costume Brioni, l'une des 12 pièces sur mesure qui coûtait plus cher que ce que Tom gagnait probablement en 3 mois. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. 24 heures plus tôt, tout le monde dans cet immeuble aurait obéi au moindre de ses ordres. À présent, on l'escortait comme un vulgaire criminel. Alors qu'il traversait le hall en direction des portes vitrées tournantes, les employés qu'il avait embauchés, promus, et avec qui il avait fait la fête lors des soirées d'entreprise, détournaient le regard ou se montraient soudainement, incroyablement intéressés par leur téléphone. L'humiliation le brûlait plus que n'importe quelle douleur physique qu'il ait jamais ressentie. Voilà le goût de la trahison, amer, suffocant, absolu. Le vent d'automne lui fouetta le visage lorsqu'il posa le pied sur la 5e avenue. Aucune voiture ne l'attendait. Pas de chauffeur. Pas d'escorte. Pour la première fois en 15 ans, Marcus Harrison se retrouvait seul sur un trottoir new-yorkais, sans savoir où aller. Son penthouse avait été saisi ce matin-là. Ses cartes de crédit avaient été refusées. Son téléphone, qui vibrait sans cesse d'appels d'investisseurs, de partenaires et de personnalités mondaines, restait muet dans sa poche, comme un poids mort. Il se mit à marcher, sans but précis, juste pour ne pas penser. Les visages d'inconnus défilaient devant lui jusqu'à ce qu'il se retrouve dans un quartier qu'il ne reconnaissait pas. Des immeubles couverts de graffitis, des devantures de magasins condamnés, le genre d'endroit qu'il avait passé sa vie à éviter, le genre d'endroit qu'il avait jugé peuplé de gens qui ne travaillaient pas assez. C'est alors qu'il le vit, devant une petite épicerie, en train de décharger des cartons d'un camion de livraison, se tenait un visage que Marcus reconnut immédiatement, même si 3 ans s'étaient écoulés. Daniel Torres, l'ancien détenu que Marcus avait renvoyé après 1 semaine de travail, malgré son dossier professionnel impeccable et la lettre désespérée qu'il avait écrite, expliquant qu'il avait purgé sa peine et qu'il avait juste besoin d'une chance.
Marcus avait lu cette lettre devant toute son équipe dirigeante lors d'une réunion sur le programme d'engagement communautaire de l'entreprise. Il l'avait froissée et jetée à la poubelle sous les yeux de tous. « Je n'embauche pas de criminels », avait-il déclaré. « Je me fiche de ce que peut dire un juge bien pensant sur la réhabilitation. Les gens comme ça ne changent pas. Ils traînent leur mentalité de prisonniers, et je ne laisserai pas ça corrompre ce que j'ai construit ici. » Ce souvenir lui retournait l'estomac, mais pas autant que la lueur de reconnaissance qui avait brillé dans les yeux de Daniel lorsque leurs regards s'étaient croisés de l'autre côté de la rue. Pendant un long moment, aucun des deux hommes ne bougea. L'orgueil de Marcus lui criait de s'éloigner, de faire comme s'il n'avait pas vu celui qui avait toutes les raisons de rire de sa chute. Mais quelque chose dans l'expression de Daniel l'arrêta. Non pas de la satisfaction ou de la joie maligne, mais quelque chose qui ressemblait étrangement à de l'inquiétude. Daniel posa la boîte qu'il tenait et traversa la rue d'un pas mesuré, s'arrêtant à une distance respectueuse. « Monsieur Harrison », dit Daniel d'une voix calme. Il ne laissait transparaître aucune de la colère que Marcus méritait d'entendre. « Vous avez l'air d'avoir vécu l'enfer. » La gorge de Marcus se serra. Ce n'était pas comme ça que ça devait se passer. Il était Marcus Harrison. Il n'acceptait pas la pitié des anciens détenus, des gens qu'il considérait comme inférieurs à lui, de qui que ce soit. Mais là, sans rien, littéralement plus rien, les mots lui échappèrent avant qu'il puisse les retenir. « Ils ont tout pris », murmura-t-il, détestant le ton brisé de sa voix. « Ma société, mon argent, ma réputation, tout ce que j'ai construit, parti en fumée. » Daniel l'observa un instant, puis sortit son téléphone, tapa rapidement quelque chose et releva les yeux. « J'imagine que vos comptes sont bloqués et que vous n'avez nulle part où aller. » Marcus hocha la tête, incapable de parler, la honte l'empêchant de parler. « Il y a un bureau d'aide juridique à 3 rues d'ici, » dit Daniel. « Une amie à moi y travaille, Elena Martinez, la meilleure avocate que je connaisse, spécialisée dans les affaires de fraude en entreprise. » Il montra l'écran de son téléphone à Marcus. « Je viens de lui envoyer un message. Elle te recevra dans 1 heure. » Marcus fixa son téléphone, puis Daniel, partagé entre la confusion et un sentiment indéfinissable. « Pourquoi m'aiderais-tu, après ce que je t'ai fait ?» L'expression de Daniel demeura neutre, mais son regard trahissait une sagesse ancestrale, celle que seul un survivant des pires épreuves peut infliger, qui parvient à conserver la force de rester humain. Parce qu'il y a 3 ans, quand tu as anéanti ma chance de me reconstruire, j'avais le choix. Je pouvais laisser l'amertume détruire ce qui restait de moi, ou je pouvais te prouver que je valais mieux que ce que tu croyais. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. « Au fait, monsieur Harrison, j'ai suivi l'affaire aux infos. Ces accusations, les preuves qu'ils utilisent, j'ai passé 5 ans en prison. Je sais reconnaître des preuves fabriquées de toutes pièces. » Marcus sentit quelque chose changer en lui, une fissure dans l'armure de ses certitudes, fondement de toute sa vision du monde. Cet homme, cet ancien détenu qu'il avait humilié et méprisé, lui offrait ce que personne d'autre ne lui avait proposé. Une chance. Derrière le calme apparent de Daniel se cachait une histoire que Marcus réalisa soudain n'avoir jamais pris la peine de connaître. Qu'avait fait Daniel pour se retrouver en prison? Pourquoi s'était-il battu avec tant d'acharnement pour obtenir une seconde chance? Et surtout, que savait-il de ces preuves fabriquées que Marcus avait désespérément besoin de comprendre? Si cette histoire d'orgueil, de préjugés et du pouvoir des secondes chances inattendues vous touche, abonnez-vous à la chaîne, car ce que vous allez découvrir prouvera que parfois, ceux que nous rejetons le plus bruyamment sont ceux qui détiennent les clés de notre salut, si nous avons le courage d'accepter l'aide de main que nous avons autrefois refusé de serrer. Le bureau d'Elena Martinez était à 1000 lieues des Tours de Verre où Marcus avait passé toute sa carrière. Situé au-dessus d'une épicerie à Brooklyn, le centre d'aide juridique se composait de 3 pièces exiguës éclairées par des néons vacillants et meublées de meubles qui semblaient chinés dans des vides-greniers. Marcus était assis sur une chaise pliante en métal qui vacillait au moindre mouvement, observant Elena examiner les documents qu'il avait réussi à récupérer sur son téléphone avant que son stockage cloud ne soit effacé. « C'est un travail impressionnant », dit Elena,
ses yeux sombres parcourant des lignes de données financières. Elle était plus jeune que Marcus ne l'avait imaginé, peut-être 35 ans, avec des lunettes de lecture sur le nez et des taches d'encre sur les doigts. Celui qui t'a piégé savait exactement ce qu'il faisait. Ces faux sont sophistiqués. Mon directeur financier, David Chen, dit Marcus, le nom lui résonnant comme un poison. 23 ans. Je lui faisais une confiance aveugle. Helena leva brusquement les yeux. David Chen, de Harrison Tech. Lorsque Marcus acquiesça, son expression changea. Je connais ce nom. Il a témoigné comme expert dans une affaire de fraude d'entreprise il y a 5 ans. Il a contribué à envoyer le PDG d'un concurrent en prison pour 15 ans. Elle marqua une pause. Ce PDG a clamé son innocence tout du long. Il est mort d'une crise cardiaque la 3e année. La pièce sembla soudain plus petite. Les mains de Marcus tremblaient sous le poids de la gravité de la situation. Vous insinuez que David a déjà fait ça? Je dis simplement que nous devons être très prudents, répondit Helena. Les hommes comme lui ne laissent rien au hasard. Elle sortit un bloc-notes jaune et commença à prendre des notes. Racontez-moi tout ce qui s'est passé dans les mois qui ont précédé votre arrestation. Chaque détail, aussi insignifiant soit-il. Pendant l'heure qui suivit, Marcus parla. Il décrivit les fichiers cryptés, les réunions secrètes, la façon dont ses habilitations de sécurité avaient été discrètement révoquées. Comment sa fille Emma avait cessé de répondre à ses appels 2 mois auparavant, il avait supposé qu'elle était occupée par son internat en médecine, mais il se demandait maintenant si David ne l'avait pas contacté avant. Comment son ex-femme, Jennifer, avait déposé une demande d'ordonnance restrictive d'urgence la veille de la révélation de l'enquête, affirmant que Marcus avait passé des appels téléphoniques menaçants qu'il n'avait jamais effectués. « Ils t'ont isolé », dit Helena doucement. Stratégie classique. Au moment où les charges ont été abandonnées, tu n'avais plus aucun allié pour te défendre. Sauf Daniel, s'entendit-il dire. Ces mots le surprirent. Le stylo d'Helena s'arrêta. Daniel Torres? Tu le connais? Un léger sourire se dessina sur son visage. C'est lui qui m'a envoyé un message à ton sujet. Daniel et moi avons travaillé ensemble sur une affaire d'erreur judiciaire il y a 2 ans. Il a passé 5 ans à Rikers pour un vol qu'il n'avait pas commis. Elle reposa son stylo, sa voix plus douce maintenant. T'a-t-il raconté ce qui s'est passé? Marcus secoua la tête, la honte lui montant au cou en se souvenant de ses propres paroles d'il y a 3 ans. Je n'engage pas de criminel. Daniel avait 22 ans et cumulait 2 emplois pour subvenir aux besoins de sa jeune sœur pendant ses études. Un soir, il a été témoin d'un vol à main armée dans une épicerie et a poursuivi le véritable voleur, essayant de l'arrêter. La police est arrivée, a vu Daniel avec l'argent volé qu'il avait récupéré et l'a arrêté sur le champ. Le vrai voleur s'est enfui. Malgré l'insistance de Daniel et son casier judiciaire vierge, il a été condamné sur la base de preuves circonstancielles et du témoignage d'un employé du magasin, effrayé et désorienté. Ces mots ont frappé Marcus comme des coups de poing. Il était innocent, complètement. Le projet Innocence a obtenu l'annulation de sa condamnation au bout de 5 ans, lorsqu'ils ont trouvé l'ADN du véritable voleur sur l'arme du crime. Mais à ce moment-là, la sœur de Daniel avait abandonné ses études pour travailler. Sa mère était décédée d'une maladie liée au stress, et il avait tout perdu. Le regard d'Helena est resté fixe. Quand il s'en est sorti, toutes les portes se sont fermées devant lui, y compris la vôtre. Marcus ferma les yeux, la nausée le prenant. La lettre qu'il avait froissée et jetée. J'ai juste besoin d'une chance. Prit un tout autre sens. Je ne savais pas. Tu ne m'as rien demandé, dit Helena simplement. Sans cruauté, juste un constat. Tu as vu ex-détenu, et tu as cru tout savoir de lui. Un long silence s'installa entre eux, jusqu'à ce que Marcus se force à la regarder dans les yeux. Pourquoi m'aide-t-il? Parce que c'est un homme meilleur que la plupart des gens ne le méritent. Helena rassembla ses papiers. Nous allons commencer à préparer votre défense, mais monsieur Harrison, je dois être honnête. Sans ressources, ce sera quasiment impossible. Le genre d'enquête dont nous avons besoin coûte cher. Vous n'avez pas les moyens. David Chen dispose d'une puissance juridique illimitée. On se bat avec des frondes contre des chars d'assaut. Marcus se leva, sa chaise en métal raclant le lino. Alors, que dois-je faire? Survivre, dit Helena.
Faut trouver un endroit où loger, se faire discret, et prier pour que David devienne assez arrogant pour commettre une erreur. Sortant dans le froid de novembre, Marcus réalisa qu'il n'avait nulle part où aller. Le refuge pour sans-abri qu'Helena lui avait suggéré était complet. Ses cartes de crédit étaient toujours bloquées. Il avait rompu tous les ponts avec les amis qui auraient pu l'aider. La plupart n'étaient de toute façon que des relations d'affaires, des amitiés superficielles, bâties sur le succès et désormais brisées par le scandale. Son téléphone vibra. Une alerte info. Le magnate de la tech Marcus Harrison, accusé de détournement de fonds de 80 millions de dollars. Le directeur financier David Chen, félicité pour avoir mis au jour la fraude. En dessous, une photo de David lors d'une conférence de presse, l'air grave et indigné, expliquant combien il avait hésité avant de révéler les crimes de son ami. La rage qui submergea Marcus était intense et vaine. David se tenait à la tribune, dans un immeuble que Marcus avait payé, arborant une inquiétude qu'il avait répétée devant des miroirs, détruisant avec une précision chirurgicale ce qui restait de la réputation de Marcus. Son téléphone sonna. Numéro inconnu. Malgré ses réticences, Marcus répondit « Je t'ai vu aux infos », lança David d'une voix rauque. « Tu as l'air d'avoir mauvaise mine, Marcus. La vie de sans-abri ne te va pas bien. Qu'est-ce que tu veux ?» demanda Marcus d'une voix tremblante. « Je voulais juste prendre des nouvelles de mon vieil ami. » Le ton de David était empreint d'une fausse compassion. « J'ai entendu dire que tu avais essayé de te faire représenter par un avocat. Cette avocate commise d'office, Helena Martinez, elle est douée, mais elle est débordée. Elle ne peut pas te consacrer le temps que tu mérites. En attendant, j'ai fait appel à Sullivan & Cross. Tu te souviens d'eux? Le cabinet qui a gagné l'affaire Abrahamson, ça m'a coûté 50 000 $ rien que pour la première consultation. Mais qu'est-ce que l'argent quand la justice est en jeu? Pourquoi tu fais ça? Demanda Marcus d'une voix brisée. Parce que je peux, répondit simplement David. 23 ans à te voir t'attribuer le mérite de mes stratégies. 23 ans de vision de Marcus Harrison, alors que la moitié de ces innovations provenaient de mes tableurs. Tu m'as traité comme une calculatrice sur pattes, alors j'ai décidé de te montrer ce qui arrive quand une calculatrice se met à penser par elle-même. La communication fut coupée. Marcus resta planté là, sur le trottoir, tandis que les piétons l'entouraient comme l'eau autour d'une pierre. La ville qui avait jadis été son royaume semblait désormais conçue pour l'engloutir. Chaque visage qui passait recelait une reconnaissance potentielle, un jugement potentiel. L'homme qui régnait jadis sur les salles de réunion n'avait plus les moyens de s'offrir un café. C'est alors que Daniel apparut à ses côtés, si discrètement que Marcus sursauta. « On dirait que tu as besoin de manger. »« Je ne peux pas te rembourser, » répondit Marcus machinalement. « Je ne te l'ai pas demandé. » Daniel désigna un petit restaurant de l'autre côté de la rue. « Viens, il faut qu'on parle de la suite. » Autour d'une soupe dont Marcus ne soupçonnait même pas l'envie, Daniel lui exposa la situation avec une clarté brutale. David va continuer à t'attaquer jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi à attaquer. Les hommes comme lui ne veulent pas seulement gagner, ils veulent l'anéantissement total. On dirait que tu parles d'expérience. La mâchoire de Daniel se crispa. Le procureur qui m'a fait condamner, il savait que j'étais innocent. Il avait des preuves qui m'auraient innocenté. Il les a enterrées parce qu'il briguait le poste de procureur de district et avait besoin d'un bon taux de condamnation. Il voulait me détruire pour servir d'exemple. Il croisa le regard de Marcus. Certains utilisent le pouvoir comme une arme. La question est de savoir si tu vas laisser David continuer à frapper ou si tu vas te défendre. Avec quoi? Marcus se désigna du doigt. Je n'ai rien. Tu as quelque chose que David n'a pas, dit Daniel d'une voix calme. Tu sais ce que c'est que de tout perdre. Ce genre de désespoir te détruit ou te rend dangereux. Il sortit une enveloppe usée de sa veste et la fit glisser sur la table. À l'intérieur, les noms de 3 personnes que David a flouées pour réussir. Des personnes qu'il pensait avoir enterrées trop profondément pour qu'elles refassent surface. L'une d'elles pourrait parler si vous vous y prenez bien. Marcus fixa l'enveloppe. Pourquoi avez-vous ça? Le sourire de Daniel était dénué d'humour. Parce que lorsque vous m'avez humilié il y a 3 ans,
J'ai décidé d'en apprendre le plus possible sur la société qui m'a jeté comme un déchet. Une assurance, au cas où, il s'avère que j'étais sur la bonne piste. Un sentiment étrange s'empara de Marcus, une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. Pas vraiment de l'espoir, mais quelque chose de plus brut. La prise de conscience qu'il s'était complètement trompé sur l'homme assis en face de lui. « Je ne vous comprends pas, » dit Marcus sincèrement. « Je vous ai traité comme un moins que rien. Pourquoi m'aider ?» Daniel resta silencieux un long moment. « Parce qu'il y a 3 ans, quand j'ai quitté votre immeuble, j'avais 2 choix. Soit maigrir et laisser cette amertume empoisonner le reste de ma vie, soit prouver que je valais mieux que ce que vous imaginiez. J'ai choisi la seconde option. » Il se leva et déposa l'argent sur la table pour les 2 repas. « Aujourd'hui, tu as le même choix, Marcus. Tu peux te laisser abattre et laisser David t'enterrer, ou tu peux te souvenir que l'homme que tu étais, avant l'argent et le pouvoir, existe peut-être encore quelque part au fond de toi. » S'engouffrant dans l'obscurité naissante, Marcus serra l'enveloppe contre lui comme une bouée de sauvetage. Derrière lui, à travers la vitre du restaurant, il aperçut son reflet, hagard, désespéré, dépouillé de tout ce qu'il avait autrefois défini. Mais pour la première fois depuis que son monde s'était effondré, il ressentit autre chose que du désespoir. Quelque part dans cette ville, David Chen célébrait sa victoire, certain que Marcus Harrison était fini. Ce que David ignorait, c'est que l'adversaire le plus dangereux n'est pas celui qui a les moyens, mais celui qui n'a plus rien à perdre et qui a pour guide un homme qui a déjà traversé l'enfer et en est revenu vivant. Le nom en tête de la liste de Daniel était celui de Sarah Chen, l'ex-femme de David. D'après les notes, elle avait quitté leur mariage sans rien après que David l'eût menacé de ruiner son cabinet médical si elle contestait le divorce. Le deuxième nom était celui de James Wu, l'ancien vice-président des opérations de Marcus, licencié 3 ans plus tôt après que David eut présenté des preuves de violation de contrat que James avait juré être fabriquées. Le troisième était celui de Rebecca Foster, une jeune comptable qui avait disparu de l'entreprise 2 ans auparavant sans explication. Marcus était assis dans le studio exigu de Daniel. Le canapé sur lequel il avait dormi la semaine précédente sentait encore légèrement la lessive et lisait les informations sur chaque personne. Daniel, café à la main, se tenait près de la fenêtre, observant la rue en contrebas avec la vigilance de quelqu'un qui avait appris à ses dépens que le danger se manifeste rarement, sans prévenir. « Sarah vit maintenant dans le Connecticut », dit Daniel sans se retourner. « Remariée, elle enseigne à la faculté de médecine de Yale. Elle ne te parlera pas si tu te pointes à l'improviste. David a fait en sorte que tout le monde sache que tu es toxique. Alors comment je peux la contacter ?» Daniel finit par le regarder. « Tu ne peux pas, c'est moi. » Il sortit son téléphone et fit défiler ses contacts. « J'ai fait du travail informatique pour la faculté de médecine l'année dernière. Je me suis lié d'amitié avec le personnel administratif. Je peux lui faire passer un message. Mais Marcus... » Il marqua une pause, choisissant soigneusement ses mots. « Tu dois comprendre que ces gens que David a blessés, ils sont terrifiés par lui. Quoi que tu dises, il faut qu'il soit convaincu que tu vaux le coup de prendre le risque. » Marcus repensa à l'homme qu'il était 6 mois plus tôt. Arrogant, méprisant. Le genre de personne qui n'admettait jamais ses torts, ni ne demandait d'aide. Cet homme n'aurait jamais pu inspirer confiance à qui que ce soit. Mais assis là, vêtu de vêtements empruntés, mangeant des aliments donnés, dormant sur un canapé offert par quelqu'un qu'il avait traité comme un déchet, peut-être que cet homme était enfin en train de mourir. « Dis-lui que je ne lui demande pas de me sauver, » dit Marcus d'une voix douce. « Dis-lui que je veux la vérité. Quoi que David lui ait fait, cela fait partie d'un schéma, et les schémas peuvent être prouvés. » Daniel l'observa longuement, puis hocha la tête et passa l'appel. 2 jours plus tard, Sarah Chen accepta de les rencontrer dans un café de New Haven. Marcus la reconnut à peine. Elle était toujours impeccablement vêtue et d'un silence stratégique, comme lors des fêtes de fin d'année de l'entreprise. La femme assise en face de lui était maintenant sans maquillage et ses cernes témoignaient des combats menés en secret. « J'ai 30 minutes avant mon prochain cours », dit-elle sans préambule.
David ne sait pas que je suis là, et il faut que ça reste ainsi. Je comprends, répondit Marcus. J'ai juste besoin de... Je sais ce dont tu as besoin. La voix de Sarah était tranchante. Tu as besoin de quelqu'un pour confirmer que David Chen est un monstre qui détruit des gens par plaisir. Tu as besoin de preuves qu'il a déjà fait ça. Tu as besoin que je risque tout ce que j'ai reconstruit pour aider l'homme qui a fermé les yeux pendant que mon ex-mari transformait notre entreprise en son royaume personnel. L'accusation fut comme une gifle. Marcus ouvrit la bouche puis la referma. Quelle défense avait-il? Elle avait raison. Tu as raison, finit-il par dire. J'ai ignoré ce qui se passait parce que c'était dans mon intérêt. David m'a rapporté de l'argent, alors je n'ai pas posé de questions sur ses méthodes. Ça fait de moi un complice. Il la regarda droit dans les yeux. Mais Sarah, il me fait subir la même chose qu'à toi, et Elena Martinez me dit qu'il l'a fait à d'autres. Si on ne l'arrête pas maintenant, il y aura d'autres victimes. L'expression de Sarah ne s'adoucit pas. Pourquoi est-ce que je devrais me soucier de ce qui t'arrive? Tu ne devrais pas, dit Daniel à voix basse, près de Marcus. Mais tu devrais peut-être t'intéresser à l'analyste de 23 ans que David a embauché le mois dernier. J'observe l'entreprise de l'extérieur. Il la manipule de la même façon qu'il a manipulé ses précédentes cibles. Cadeaux, projets spéciaux, rencontres privées. Ça te rappelle quelque chose? Le visage de Sarah pâlit. Christina Alvarez? Tu la connais? C'était mon étudiante. Les mains de Sarah tremblaient autour de sa tasse de café. Une fille brillante. La première de sa famille à faire des études supérieures. J'ai écrit sa lettre de recommandation pour Harrison Tech. Elle regarda Marcus avec une sorte de haine. « Si David la touche, alors aide-nous à l'arrêter, » dit Marcus. « Je t'en prie. » Le silence s'éternisa. Finalement, Sarah sortit une clé USB de son sac et la fit glisser sur la table. Pendant le divorce, j'ai engagé un détective privé. David avait une liaison avec une employée du cabinet Sullivan & Cross, celui-là même qui le représente maintenant contre vous. Le détective a découvert des communications prouvant que David leur fournissait depuis des années des informations confidentielles sur la stratégie juridique de Harrison Tech, leur donnant ainsi un avantage lors des négociations. Tout est là. Marcus fixa la clé USB. Ça pourrait le détruire. Ça pourrait aussi détruire Sullivan & Cross, dit Sarah. C'est pourquoi je ne l'ai jamais utilisé. Ils ont plus d'avocats que je n'ai de battements de cœur, Marcus. Ils m'auraient noyé sous les procédures jusqu'à ce que je sois ruiné. Elle se leva. Mais toi, tu as déjà tout perdu. Tu n'as plus rien à leur prendre. Peut-être que c'est ce qui te rend assez dangereux pour réussir un coup pareil. Elle partit sans un mot de plus. Sur le chemin du retour vers la gare, Marcus sentit le poids de la clé USB dans sa poche comme s'il était en plomb. Elle me déteste. Oui, acquiesça simplement Daniel. Mais elle t'a quand même aidé. C'est ça, l'intégrité. Faire ce qui est juste, même si ça te coûte. Ce soir-là, Elena examina le contenu du disque dur dans son bureau, tandis que Marcus et Daniel attendaient. Son visage s'assombrissait à chaque fichier ouvert. C'est explosif. David menait en réalité une opération d'espionnage industriel grâce à sa liaison. Il a fourni à Sullivan & Cross des informations confidentielles qui leur ont permis de prendre l'ascendant sur Harrison Tech lors de 3 négociations contractuelles majeures. Ça a coûté des millions à ton entreprise. « On peut l'utiliser » demanda Marcus. « Absolument. Mais Marcus... » Elena leva les yeux. « Dès qu'on déposera ça, David saura qu'on ne se contente pas de se défendre. On attaque. Il va passer à l'acte. Tout ce qu'il t'a fait jusqu'ici te semblera insignifiant comparé à ce qui va suivre. » Marcus pensa à Christina Alvarez, à Sarah Chen, à James Wu, à Rebecca Foster et à tous les autres que David avait brisés. Il pensa à l'homme qu'il avait été, volontairement aveugle, complice par son inaction. Peut-être était-ce une forme de pénitence, peut-être était-ce là le véritable prix de l'amélioration. « Déposez la plainte », dit-il. L'explosion fut plus rapide que prévu. 48 heures plus tard, David appela d'un numéro masqué. Sa voix avait perdu toute prétention de civilité. « Tu te crois malin? Emmêler Sarah à ça ?»
Laisse-moi te dire ce qui t'attend, Marcus. Je vais porter plainte pour diffamation. Je vais demander la radiation de ton avocat pour manquement à la déontologie. Et je ferai en sorte que, lors de ta condamnation, ta peine soit alourdie pour entrave à la justice. Fais ce que tu as à faire, dit Marcus, surpris par l'assurance de sa propre voix. Je n'ai plus peur de toi. Alors tu es plus bête que je ne le pensais. Le rire de David était hideux. Tu sais ce que ta fille a dit quand je l'ai emmenée dîner la semaine dernière? Elle a dit qu'elle avait toujours su que tu étais un imposteur, qu'un père épouvantable qui se souciait plus de l'argent que de sa famille. Elle témoigne pour l'accusation, Marcus. Ta propre fille va contribuer à te mettre en prison. La communication fut coupée. Marcus resta figé, le téléphone toujours collé à l'oreille. Emma, sa fille, pour qui il avait manqué des anniversaires et des remises de diplômes, dont il avait interrompu les appels lors de ses voyages d'affaires, dont il avait pris les larmes pour du mélodrame. David l'avait manipulé, l'avait monté contre lui, et le pire, c'est qu'il ne lui avait probablement dit que la vérité sur le genre de père qu'était Marcus. Daniel le trouva 1 heure plus tard, assis sur les marches de l'immeuble. Elena m'a parlé de l'appel. Il a Emma, dit Marcus, hébété. Ma fille, elle va témoigner contre moi. Alors tu devras prouver qu'elle a tort, dit Daniel en s'asseyant à côté de lui. Pas avec des mots, avec ce que tu deviendras après ça. Je ne sais pas si j'en serai capable. Il y a 3 ans, je ne savais pas si je survivrais à la prison, dit Daniel. Je ne savais pas si je pourrais reconstruire ma vie après avoir tout perdu. Mais voilà ce que j'ai appris, Marcus. L'homme que tu étais n'est pas obligé d'être celui que tu es. Tu as le choix de qui tu deviendras. Il se leva et lui tendit la main. La question est de savoir si tu choisis l'amertume ou quelque chose de mieux. Marcus regarda cette main tendue, calleuse, à force de labeur, offerte sans hésiter par un homme qui avait toutes les raisons de s'en aller. Il la prit. À l'intérieur, Elena avait des nouvelles. James Wu a accepté de me rencontrer demain. Et Marcus? J'ai retrouvé Rebecca Foster. Elle est vivante. Elle travaille dans une association à Boston. Elle dit qu'elle parlera, mais seulement si on lui garantit sa protection. Elle a tellement peur de David. Marcus sentit quelque chose changer en lui, pas vraiment de l'espoir, mais son cousin plus ancien et plus tenace, la détermination. David Chen avait bâti son pouvoir sur la peur, partant du principe que ses victimes resteraient silencieuses et dispersées. Mais la peur n'était efficace que lorsqu'on l'affrontait seul. « Organise les réunions », dit Marcus. Toutes. Il est temps que David comprenne ce qui arrive quand ceux qu'il a enterrés recommencent à se manifester. Dehors, la pluie de novembre commença à tomber, nettoyant les rues de la ville. Quelque part à l'autre bout de la ville, David Chen, assis dans un bureau conçu par Marcus, savourait une victoire qu'il croyait acquise. Ce que David ignorait, c'est que l'adversaire le plus dangereux n'est pas celui qui n'a jamais perdu, mais celui qui a tout perdu et qui a découvert que survivre exige de devenir fondamentalement différent de ce qu'il était. Le palais de justice fédéral semblait conçu pour intimider. Colonnes de marbre, plafond voûté et un silence pesant où chaque pas résonnait comme un jugement. Marcus était assis à côté d'Elena à la table de la défense, vêtu d'un costume que Daniel l'avait aidé à dénicher dans une friperie. De l'autre côté de l'allée, David Chen commandait une armée d'avocats du cabinet Sullivan & Cross. Leurs costumes sur mesure et leurs porte-documents en cuir soulignaient visuellement le déséquilibre des pouvoirs. Ce que David ignorait, c'est que le pouvoir sans la vérité n'est que du bruit pour rien. La juge Patricia Morrison entra et l'audience préliminaire commença. L'avocat principal de David, Richard Sullivan en personne, se leva pour présenter leur dossier. « Votre honneur, les preuves contre M. Harrison sont accablantes. Contrat falsifié, compte offshore à son nom, détournement de fonds s'étalant sur 5 ans. Objection, dit Elena en se levant d'un ton assuré. La défense a des preuves que ces documents ont été fabriqués par le témoin clé de l'accusation, M. Chen lui-même. Le sourire narquois de Sullivan ne faiblit pas. L'avocat s'accroche à des chimères. Le témoignage de M. Chen est irréprochable. C'est un homme respecté.
Un adultère qui s'est livré à de l'espionnage industriel, l'interrompit Helena, sa voix perçante comme l'acier. Nous avons des preuves documentées que M. Chen a fourni des informations confidentielles de Harrison Tech à Sullivan & Cross pendant des années grâce à une relation intime avec l'une de vos collaboratrices. Des informations qui ont conféré à votre cabinet un avantage indu lors des négociations contractuelles. Le sourire narquois disparut. Le visage de Sullivan devint livide. C'est une accusation sans fondement. Votre honneur, poursuivit Helena, je verse au dossier des échanges de communication entre M. Chen et l'avocate Victoria Reeves de Sullivan & Cross, détaillant l'échange d'informations confidentielles remontant à 6 ans. Nous avons également le témoignage de l'ex-femme de M. Chen, le docteur Sarah Chen, qui attestera de cette relation et du chantage dont M. Chen a fait preuve pour la réduire au silence. Le juge Morrison se pencha en avant. « Approchez-vous du banc, tous les deux, immédiatement. » Tandis que les avocats se concertèrent avec le juge, Marcus sentit la main de Daniel effleurer son épaule depuis les gradins derrière eux. Un rappel silencieux. Il n'était pas seul. Quand Helena revint, son expression était impassible, mais Marcus perçut une lueur féroce dans ses yeux. La voix du juge retentit. L'audience est suspendue pour 1 semaine. Maître Sullivan, je vous recommande vivement, ainsi qu'à votre cabinet, de revoir vos obligations déontologiques. Maître Chen, vous êtes sommé de remettre votre passeport et de rester sous la juridiction de l'État. David releva brusquement la tête, son masque de calme se fissurant. Votre honneur, ce n'est pas moi qui suis jugé. Si, maintenant, rétorqua froidement le juge Morrison. 1 semaine. Affaire classée. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes affluaient. Marcus ne dit rien, mais Helena s'adressa à eux avec précision. La vérité sur la fraude présumée de Harrison Tech est bien plus complexe que ne le laissaient entendre les premiers rapports. Nous sommes impatients de présenter des preuves qui disculperont M. Harrison et exposeront les véritables agissements criminels en jeu. Les caméras se tournèrent vers David qui apparaissait avec son équipe juridique. Un journaliste cria « Monsieur Chen, est-il vrai que vous avez eu une liaison avec votre avocate? Avez-vous divulgué des informations confidentielles ?» Le visage de David devint rouge. Sans commentaire. Mais sa voix tremblait, et Marcus vit dans les yeux de son ancien directeur financier quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. De la peur. De retour à l'appartement de Daniel, ils se réunirent avec les autres personnes qui avaient accepté de témoigner. James Wu était assis nerveusement sur le canapé, l'ancien vice-président des opérations qui avait été piégé 3 ans plus tôt. Rebecca Foster se tenait près de la fenêtre, la comptable qui avait fui après avoir découvert la combine de David. Et par visioconférence, Sarah Chen observait depuis le Connecticut le visage déterminé. « Il va s'en prendre à nous tous maintenant », dit Rebecca d'une voix basse. « David ne perd pas avec élégance. »« Qu'il vienne », dit James, la colère remplaçant sa nervosité. « Je suis resté silencieux pendant 3 ans. J'ai perdu ma carrière, mes économies à me battre contre de fausses accusations. J'en ai assez d'avoir peur. » La voix de Sarah résonna dans le haut-parleur de l'ordinateur portable. « Il a menacé de détruire ma carrière médicale, si je parlais. Il a dit qu'il inventerait des plaintes pour faute professionnelle, qu'il ruinerait ma réputation. Pendant 2 ans, j'ai laissé cette peur me contrôler. » Elle regarda Marcus droit dans les yeux à travers l'écran. « Mais te voir lui tenir tête, savoir qu'il fait la même chose à quelqu'un d'autre, je ne peux plus me taire. » Marcus sentit quelque chose se briser en lui, pas tout à fait la rédemption, mais un début difficile. « Je ne méritais pas votre aide, ni celle de personne. Ce que je comprends, c'est que David n'a pu agir ainsi que parce que des gens comme moi l'ont laissé faire. J'ai choisi de ne pas voir. Cela me rend responsable aussi. Alors, assurons-nous qu'il ne puisse plus recommencer, » dit Helena en étalant des documents sur la petite table de cuisine de Daniel. « Voilà la suite. On révèle tout au grand jour, pas seulement au tribunal, mais partout. L'affaire avec Sullivan & Cross, son habitude de détruire quiconque le menace, les preuves qu'il piège Marcus de la même manière qu'il a piégé James.
Daniel sortit son ordinateur portable. « Je documente les agissements de David depuis des mois. Chaque réunion, chaque personne ciblée, chaque transaction suspecte, tout est là. On divulgue les informations de manière stratégique, revues économiques, blogs spécialisés, réseaux sociaux. On va le détruire petit à petit. » Dans les 72 heures qui suivirent, la campagne commença. Un journaliste spécialisé en technologie reçut des documents anonymes révélant le conflit d'intérêts de Sullivan & Cross. Un blog d'éthique des affaires publia le témoignage de James Wu, accompagné de documents judiciaires prouvant son innocence. Sarah témoigna publiquement dans une revue médicale, expliquant comment elle avait été contrainte au silence par le chantage. Chaque révélation fut un coup dur. Sullivan & Cross annonça son retrait de l'affaire David afin d'éviter toute apparence de partialité. Le conseil d'administration de Harrison Tech, après avoir pris connaissance des rapports, convoqua une réunion d'urgence. Le téléphone de Marcus, silencieux depuis des semaines, se mit soudain à vibrer. Des membres du conseil l'appelaient, et il n'avait plus eu de nouvelles depuis son licenciement. Puis vint l'appel qui allait tout changer. Numéro inconnu. Marcus faillit ne pas répondre, mais quelque chose le poussa à décrocher. « Papa ?» demanda Emma d'une voix tremblante. « Papa, il faut que je te parle. » La gorge de Marcus se serra. « Emma, ma chérie, David m'a appelé ce soir, dit-elle, les mots se bousculant dans sa gorge. Il a dit que si je ne témoignais pas contre toi, il révélerait des informations confidentielles concernant ma condamnation pour conduite en état d'ivresse à 19 ans. Celle que tu as fait effacer pour que ça ne compromette pas mes candidatures en médecine. » Elle pleurait à présent. Il a dit qu'il ferait en sorte que tous les hôpitaux le sachent, que je ne pourrais plus jamais exercer la médecine. Papa, je suis tellement désolé. Je l'ai cru quand il a dit que tu étais coupable. Je l'ai cru parce que je t'ai donné plein de raisons de ne pas me faire confiance, termina Marcus d'une voix douce. Emma, tu n'as pas à t'excuser. Je n'étais pas là pour toi. J'ai toujours privilégié le travail à la famille. David a simplement utilisé la vérité. Mais tu n'es pas un criminel, lança Emma avec véhémence. Et j'aurais dû le savoir. J'aurais dû t'appeler et te demander ta version. Au lieu de ça, je me suis laissé manipuler parce qu'une partie de moi voulait croire le pire à ton sujet. Vas-tu témoigner ? Demanda Marcus. Pas pour moi, pour la vérité. Je suis déjà dans un avion pour New York, répondit Emma. Et papa, j'ai apporté quelque chose. David m'a envoyé des documents prouvant ta culpabilité il y a des mois, essayant de me monter contre toi. Mais je suis médecin. Je sais repérer les incohérences. Ces documents, les dates ne correspondent pas. Les fichiers ont été modifiés après les dates de création déclarées par David. Je les ai gardés parce que j'avais un mauvais pressentiment. Marcus ferma les yeux. « Emma, je suis désolé de ne pas avoir cru en toi, » murmura-t-elle. « Mais maintenant, je crois en toi. » L'audience finale eut lieu 5 jours plus tard. La salle d'audience était comble. Journalistes, anciens employés, investisseurs, tous ceux qui avaient assisté à l'effondrement de Harrison Tech et qui voulaient connaître le dénouement. David était assis seul à sa table. Le cabinet Sullivan & Cross l'avait abandonné. Son nouvel avocat paraissait jeune et dépassé par les événements. Helena se leva. « Votre honneur, la défense appelle Emma Harrison à la barre. » Marcus regarda sa fille s'avancer vers le banc des témoins avec la même démarche déterminée qu'enfant, celle qui affirmait que sa décision était prise et que rien ne la ferait changer d'avis. Elle témoigna du chantage de David, des documents falsifiés, des incohérences chronologiques qui prouvaient que les preuves avaient été fabriquées. Puis vint Sarah Chen, qui témoigna de la liaison avec le cabinet Sullivan & Cross et des années d'informations confidentielles que David avait monnayées à des fins personnelles. Puis James Wu, qui présenta des preuves que les violations de contrats pour lesquelles il avait été licencié avaient été créées sur l'ordinateur même de David, grâce à l'analyse forensique numérique. Ensuite, Rebecca Foster révéla avoir conservé des copies de documents comptables montrant comment David avait systématiquement transféré de l'argent vers des comptes offshore, non pas au nom de Marcus, mais dans des sociétés écrans contrôlées par David.
Chaque témoignage fut un coup dur, et David, sûr de lui, intouchable, commença à s'effondrer. Son visage passa de la pâleur au rouge, puis à un gris maladif. Ses mains tremblaient. Lorsque son avocat tenta de le contre-interroger, David murmurait des corrections, se trompait sur les faits et contredisait ses propres déclarations. Finalement, Helena appela Marcus à la barre. Il témoigna simplement et honnêtement de ses erreurs. J'ai ignoré les signaux d'alarme parce que David me rapportait de l'argent. J'ai licencié Daniel Torres sans poser de questions, car j'avais décidé que les anciens détenus ne méritaient pas de seconde chance. J'ai bâti une entreprise sur l'arrogance, et j'ai découvert trop tard que l'arrogance rend aveugle à la trahison. Il regarda David droit dans les yeux. Mais j'en ai assez d'être aveugle. Et j'en ai assez de laisser la peur des puissants m'empêcher de faire ce qui est juste. La juge Morrison suspendit l'audience. À son retour, 1 heure plus tard, son visage était grave. « Monsieur Chen, au vu des éléments de preuve présentés, je prononce un non-lieu pour Marcus Harrison. De plus, j'ordonne une enquête pénale sur votre conduite. Le parquet fédéral examinera les allégations de fraude, d'extorsion et d'entrave à la justice. » David se leva, chancelant. « C'est impossible. »« J'avais tout. Tu mentais, » dit Helena doucement. « Et les mensonges ne fonctionnent que jusqu'à ce que quelqu'un se soucie suffisamment de découvrir la vérité. » Des agents fédéraux s'approchèrent de la table de David, tandis que le juge prononçait un mandat d'arrêt. L'homme qui avait orchestré la destruction totale de Marcus fut emmené menotté, ses protestations résonnant dans les couloirs de marbre qui, autrefois, semblaient conçus pour intimider. Dehors, entouré de journalistes et de caméras, Marcus se tenait aux côtés de Daniel, Helena, Emma et des autres qui avaient tout risqué pour faire éclater la vérité. Quelqu'un lui demanda ce qu'il comptait faire ensuite. Marcus regarda Daniel, l'ancien prisonnier qu'il avait renié, devenu l'artisan de son salut, et dit simplement « Je compte devenir digne de la seconde chance qui m'a été offerte. » 6 mois après l'arrestation de David Chen, Marcus Harrison se trouvait dans un endroit où il n'aurait jamais pensé remettre les pieds, le hall de ce qui avait été Harrison Tech Industries. L'entreprise avait été rebaptisée Phoenix Technologies, après que le conseil d'administration eut réintégré Marcus comme conseiller, et non comme PDG. Il avait refusé le poste de direction. Cette version de lui-même appartenait à un passé qu'il s'efforçait de dépasser. L'atmosphère du bâtiment était désormais différente. Daniel Torres marchait à ses côtés, se dirigeant vers la salle de conférence où ils allaient annoncer une nouvelle impensable 1 an auparavant. Daniel portait un costume. Son premier, acheté avec son premier salaire en tant que nouveau directeur des initiatives de seconde chance chez Phoenix Technologies, un poste que Marcus avait créé spécialement pour lui. « Nerveux ?» demanda Marcus. Daniel sourit. « J'ai passé 5 ans en prison pour quelque chose que je n'ai pas fait. Les conférences de presse ne m'effraient plus. » Dans la salle de conférence, Emma était assise au premier rang. Elle avait pris un congé de son internat pour témoigner contre David et était restée pour tenter de reconstruire la relation avec son père, mise à mal par des années de négligence. Ce n'était pas parfait. Certaines blessures mettent du temps à guérir. Mais il prenait désormais un café tous les jeudis matins, et c'était déjà ça. Helena Martinez se tenait près du podium, relisant ses notes. Elle était devenue directrice juridique de Phoenix Technology, à la tête d'un service juridique spécialisé dans la défense des lanceurs d'alerte et des victimes de fraude d'entreprise. Le travail pro bono faisait désormais partie intégrante de la mission de l'entreprise. Sarah Chen avait fait le voyage depuis le Connecticut, accompagnée de James Wu et Rebecca Foster. Ils n'étaient plus de simples témoins. Ils étaient membres fondateurs de la Fondation Phoenix, une organisation vouée à la protection des employés contre les représailles et à l'assistance juridique aux personnes luttant contre la corruption en entreprise. Marcus s'approcha du podium, tandis que les appareils photos crépitaient. La salle se remplit de journalistes qui avaient couvert sa chute et qui documentaient maintenant la suite. Il avait compris que la rédemption n'était pas un instant précis, mais une succession de choix faits chaque jour pour s'améliorer. « Merci d'être venu », commença Marcus.
Il y a 6 mois, je me suis retrouvé dans un tribunal et j'ai tout perdu, tout ce qui, à mes yeux, me définissait, mon entreprise, ma réputation, mon identité. J'y ai gagné quelque chose qui m'avait manqué toute ma vie, du recul. Il marqua une pause, croisant le regard de Daniel dans la foule. J'ai appris que les gens que nous rejetons, ceux que nous jugeons sans connaître leur histoire, possèdent souvent précisément les qualités qui nous font défaut, l'intégrité, la résilience, cette force qui ne s'acquiert pas dans les salles de réunion, mais en survivant à l'injustice et en choisissant de ne pas la laisser détruire notre humanité. Il désigna Daniel du doigt. Daniel Torres a passé 5 ans en prison à tort. À sa sortie, je lui ai refusé un emploi au bout d'1 semaine, car j'ai vu ex-détenu et j'ai cru tout savoir de lui. J'avais tort. Terriblement, terriblement tort. Et quand mon monde s'est effondré, la seule personne prête à m'aider était celui que j'avais traité comme un moins que rien. Daniel le rejoignit à la tribune. Aujourd'hui, nous annonçons le lancement de l'initiative pour l'emploi Seconde Chance. Phoenix Technologies s'associera à des organismes d'aide juridique et à des programmes de réinsertion pour embaucher des personnes qualifiées ayant un casier judiciaire. Non pas par charité, mais parce que nous sommes convaincus qu'une erreur passée ou une condamnation injustifiée ne définit pas le potentiel futur d'une personne. Les journalistes ont fusé de questions. Marcus leur a répondu avec franchise, reconnaissant ses échecs en tant que père, dirigeant et être humain. Il n'a rien édulcoré, rien déformé. L'ancien Marcus aurait engagé des agences de relations publiques pour élaborer un récit parfait. Celui-ci a simplement dit la vérité. Après la conférence de presse, le groupe s'est réuni dans le bureau de Marcus. Plus petit désormais, moins ostentatoire. Emma a servi du café tandis que Sarah sortait son ordinateur portable pour examiner les candidatures des premiers postulants à l'initiative. « Il y a autre chose », a dit Elena en faisant glisser un dossier sur le bureau. Le procès de David s'est terminé hier, coupable sur tous les chefs d'accusation, fraude, extorsion, complot, entrave à la justice, 42 ans de prison fédérale. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Marcus s'attendait à ressentir du triomphe, un sentiment de revanche, la satisfaction de voir son ennemi anéanti. Au lieu de cela, il éprouva quelque chose de plus complexe. De la tristesse face à un potentiel gâché, face à un esprit brillant qui avait choisi la cruauté plutôt que la compassion. Il aurait pu faire tant de bien, murmura Marcus. Avec cette intelligence, cet esprit stratégique, il aurait pu construire quelque chose de concret au lieu de détruire les autres. Certains choisissent la destruction, dit Daniel. Ce n'est pas à toi de changer ça, ou de le comprendre. Ton rôle est de veiller à ne pas devenir comme lui. James Wu, silencieux jusque-là, prit la parole. Tu sais quelle est la différence entre toi et David. Tu as touché le fond et tu as demandé de l'aide. Lui, il a accédé au pouvoir et a décidé qu'il avait le droit d'écraser quiconque le menaçait. Ce choix, humilité ou arrogance, détermine si tu deviens un exemple à ne pas suivre ou une seconde chance à saisir. Au cours des mois suivants, Phoenix Technologies s'est transformée. L'entreprise n'a pas seulement réembauché les employés que David avait ruinés, elle s'est restructurée autour des principes de transparence et de responsabilité. Actions détenues par les employés. Protection des lanceurs d'alerte inscrites dans les contrats. Ressources en santé mentale et politique de congés familiaux reconnaissant que les individus étaient bien plus que leur productivité. Les projections financières ont d'abord inquiété les investisseurs. Bien traiter ses employés coûte cher à court terme. Mais Marcus avait compris que le succès durable ne reposait pas sur l'exploitation, mais sur la loyauté gagnée grâce à une attention sincère. Peu à peu, les chiffres lui ont donné raison. La fidélisation des employés a atteint des niveaux sans précédent. L'innovation a progressé. Les clients ont apprécié la transformation éthique de l'entreprise. Marcus a reconstruit sa relation avec Emma, une conversation après l'autre. Il a assisté à sa remise de diplôme de médecine, la première à laquelle il assistait depuis 20 ans. Elle ne lui a pas pardonné du jour au lendemain, mais elle a vu ses efforts et cela comptait. L'initiative
seconde chance de Daniel s'est étendue au-delà de Phoenix Technologies. D'autres entreprises ont commencé à adopter le modèle. La fondation Phoenix a assuré la représentation juridique de 12 personnes condamnées à tort dès sa première année, dont 3 ont été innocentées. Rebecca a conçu des programmes d'éducation financière pour les personnes réinsérées dans la société après leur incarcération. James a créé des réseaux de mentorat mettant en relation d'anciens détenus avec des opportunités de carrière. Un soir, Marcus se retrouva à Brooklyn et entra dans l'épicerie où Daniel travaillait lorsqu'ils s'étaient revus. Le propriétaire, M. Patel, l'accueillit chaleureusement. « Votre ami Daniel, dit M. Patel, m'a dit que vous étiez le PDG qu'il avait licencié. Je n'arrivais pas à croire que c'était le même homme quand je vous ai vu aux informations. Les gens ne changent pas comme ça d'habitude. »« Je n'ai pas changé, » admit Marcus. « J'ai été forcé de voir qui j'étais devenu. Daniel m'a donné une chance de m'améliorer. » Daniel apparut de l'arrière-boutique, portant des provisions pour le coup de feu du soir. Malgré son salaire de directeur, il continuait d'aider M. Patel le week-end. « Les vieilles habitudes », expliqua-t-il en haussant les épaules. « Et puis, M. Patel m'a donné du travail quand personne d'autre ne voulait. Je n'oublie pas ce genre de choses. » Ils allèrent déjeuner au même restaurant où Daniel avait proposé son aide à Marcus pour la première fois. Autour de hamburgers qui coûtaient 1000 fois moins cher que ce que Marcus dépensait auparavant pour ses déjeuners d'affaires, ils discutèrent de l'expansion prochaine de l'initiative Seconde Chance et des 15 nouvelles recrues qui commenceraient le mois suivant. « Je ne t'ai jamais remercié comme il se doit, » dit Marcus. « Pas seulement pour les preuves ou les contacts, mais surtout pour avoir cru en moi, alors que je t'avais donné toutes les raisons de m'abandonner. » Daniel posa sa tasse de café. « Tu veux savoir pourquoi je t'ai vraiment aidé? Ce n'était pas parce que je suis un saint, ni pour prouver quoi que ce soit. C'est parce que je me souvenais de ce que j'avais ressenti quand personne ne me donnait ma chance. Ce désespoir, cette honte d'être jugé pour quelque chose qui ne me définissait pas. » Il se pencha en avant. « Je t'ai aidé parce que j'ai refusé de devenir celui qui m'avait fait du mal. Et peut-être aussi parce que j'ai vu que, sous toute cette arrogance, tu étais capable de faire mieux. Tu avais juste besoin de tout perdre pour le retrouver. » Marcus sentit les larmes lui monter aux yeux, chose qui aurait mortifié l'ancien Marcus, mais celui-ci avait appris que la vulnérabilité n'était pas une faiblesse. « J'étais tellement sûr de tout savoir. Je pensais que le succès signifiait que j'étais supérieur aux gens comme toi. Mon Dieu, j'étais insupportable. » Tu l'étais, acquiesça Daniel sans malice, mais tu ne l'es plus, c'est ce qui compte. 1 an après son acquittement, Marcus fut invité à prendre la parole lors d'une conférence sur l'éthique en entreprise. Debout sur cette estrade, face à des centaines de dirigeants qui lui rappelaient celui qu'il avait été, il leur dit la vérité. « J'ai bâti une entreprise de 200 millions de dollars et j'y ai perdu mon âme. Je mesurais le succès en parts de marché et en bénéfices trimestriels, ignorant le coût humain de mon ambition. Il m'a fallu tout perdre, mon entreprise, mon argent, ma réputation, pour comprendre que les choses les plus précieuses ne se quantifient pas dans un bilan comptable. » Il marqua une pause. « L'homme qui m'a sauvé, je l'avais jeté comme un déchet, un ancien détenu que j'avais jugé en 7 secondes, sans connaître son histoire, son innocence, sa personnalité. Mes préjugés ont failli tout me coûter. » Après son discours, les dirigeants l'ont assailli de questions. Certains étaient sur la défensive, d'autres curieux. Quelques-uns ont admis avoir des employés comme Daniel, des personnes qu'ils avaient écartées sur la base de jugements superficiels. Marcus leur a tous donné le même conseil: regardez à nouveau. Les personnes que vous négligez sont peut-être précisément celles dont vous avez besoin. Emma a rejoint Phoenix Technologies en tant que consultante médicale, concevant des avantages sociaux qui soutenaient réellement les employés, au lieu de se contenter de remplir des formalités administratives. L'expertise juridique de Sarah a permis de créer les politiques anti-représailles les plus complètes du secteur. James a reconstruit sa carrière, devenant finalement vice-président des opérations, le poste pour lequel David l'avait menacé et l'avait ruiné.
David Chen, quant à lui, a commencé à purger sa peine dans un établissement correctionnel fédéral. Marcus a appris par des avocats que David refusait toute demande d'interview, affirmait avoir été piégé et passait son temps à la bibliothèque de la prison à déposer d'innombrables appels qui n'aboutissaient à rien. Même en prison, il était incapable d'assumer la responsabilité de ses actes. Marcus a songé une fois à rendre visite à David. Le pardon, disait-on, est un pardon pour soi-même, et non pour celui qui nous a fait du tort. Mais, debout devant la prison, face à ces murs qui avaient jadis emprisonné injustement Daniel, Marcus a compris quelque chose. Le pardon n'exigeait pas de réconciliation. Il pouvait se libérer de la haine sans prétendre que David méritait l'absolution. Certains ne tirent jamais de leçons. Tout ce que Marcus pouvait contrôler, c'était de s'assurer de rester quelqu'un qui en tire des leçons. Pour le premier anniversaire de son acquittement, Marcus, Daniel, Elena, Emma et les autres se sont réunis au siège de la Fondation Phoenix, un immeuble rénové de Brooklyn, non loin du lieu où cette histoire avait commencé. Ils avaient aidé 87 personnes cette année-là. Ils avaient obtenu 12 acquittements. Ils avaient créé des opportunités d'emploi pour plus de 200 personnes ayant un casier judiciaire. Daniel leva son verre. Aux secondes chances et au courage de les saisir. Ils portèrent un toast et Marcus ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des décennies. Une fierté authentique, non pas pour ce qu'il avait accumulé, mais pour celui qu'il était devenu et pour ce qu'ils avaient construit ensemble. L'ancien Marcus Harrison s'était éteint dans le hall d'un tribunal, dépouillé de tout ce qui, à ses yeux, faisait sa valeur. Le nouveau Marcus était encore en train de se construire, un choix éthique à la fois, guidé par un homme qui avait survécu à l'enfer et qui en était ressorti déterminé à rendre le monde meilleur plutôt qu'amer. En observant ces personnes qui avaient tout risqué pour faire éclater la vérité, Marcus comprit la véritable mesure du succès. Ce n'était ni la domination du marché, ni les profits trimestriels. C'était la qualité des relations que tu avais tissées, l'intégrité dont tu avais fait preuve face à l'adversité et ta capacité à saisir ta seconde chance pour aider les autres à trouver la leur. Ce soir-là, marchant dans Brooklyn avec Daniel, Marcus lui demanda « Regrettes-tu parfois de m'avoir aidé, tous les risques que tu as pris, tout le temps que tu as passé à sauver quelqu'un qui t'avait si mal traité ?» Daniel resta silencieux un instant. « Chaque choix a un prix. J'ai pris de gros risques pour t'aider, oui, mais j'y ai gagné aussi. La preuve que j'étais devenu exactement celui que je voulais être. Quelqu'un qui brise les cycles au lieu de les perpétuer. Quelqu'un qui tend la main au lieu de se battre. » Il s'arrêta, se tourna vers Marcus. « Tu m'as fait ce cadeau, même sans le vouloir. Tu m'as montré que j'avais survécu à la prison sans devenir ce qu'elle essayait de faire de moi. » Ils restèrent là dans le froid automnal, anciens ennemis devenus plus que des amis, la preuve que les gens peuvent changer, que les secondes chances comptent, et que parfois, la personne qu'on rejette est celle qui nous sauve la vie. Si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner à cette chaîne. Parce que le monde a besoin de plus d'histoires de personnes qui choisissent la compassion plutôt que l'amertume, qui voient le potentiel au lieu de s'attarder sur les erreurs du passé, et qui comprennent que la meilleure vengeance n'est pas la destruction, mais le fait de devenir une personne si fondamentalement bonne qu'on dément tous les préjugés. Une seconde chance ne se résume pas à se voir offrir des opportunités. Il s'agit d'avoir le courage de devenir digne de les recevoir. Et parfois, la personne qui a le plus besoin d'une seconde chance est celle qui se croyait trop accomplie pour en avoir besoin.